Entre stress et harcèlement, qui est l'œuf, qui est la poule? Revue française de gestion numéro 266, dossier stratégie low cost. Mais là, on n'est pas dans le cadre du dossier stratégie low cost, on est dans le cadre des articles acceptés en Varia. Bonjour Gaëlle Deharo. Bonjour. Vous êtes professeur à l'ESCE Business School. Vous êtes membre du Centre de recherche sur la justice et le procès de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et donc co-auteur d'un article consacré à l'analyse juridique de la relation entre stress et harcèlement avec Sébastien Point, professeur des universités à l'EM Strasbourg et membre du laboratoire Humanis. J'ai tout dit. Tout. Hein, j'ai tout dit. Comment on en vient à travailler en gestion, dans la revue française de gestion, sur la relation entre stress et harcèlement? Après, beaucoup de curiosité et peut-être un peu de démesure aussi, puisqu'il faut se lancer dans des méthodologies qui sont un petit peu complexes, puisqu'il faut à la fois développer des méthodologies juridiques et développer des méthodologies de sciences de gestion, ce qui n'a pas été facile au départ. Et puis ensuite, en observant beaucoup les pratiques d'entreprise et en écoutant les dénonciations de situations qui utilisent des mots communs au droit et à la gestion. Et on s'interroge ensuite sur le sens donné à ces mots utilisés dans les différentes disciplines. Bien sûr, de corpus qui ont leur propre code, leur propre tradition. Donc on imagine très bien que c'est compliqué. Et donc vous optez pour une méthodologie particulière. Oui, le choix de la méthodologie a été une vraie difficulté au départ, puisqu'on s'est interrogé sur le point de savoir s'il fallait développer conjointement deux méthodologies, donc en parallèle l'une de l'autre et de façon assez verticale, ou bien s'il fallait développer une méthodologie ad hoc, prenant un petit peu de chacune des deux. Nous avons fait le pari que la méthodologie allait apparaître en développant chacun de notre côté et en mettant ensuite nos conclusions ensemble. Et c'est vrai qu'au début, ça n'a pas été évident de mettre en œuvre des logiques qui n'étaient pas véritablement aptes à se combiner l'une avec l'autre, et on s'est aperçu assez rapidement qu'elles avaient des choses à se dire. Et au final, on n'a pas véritablement eu à faire des concessions sur nos méthodologies réciproques, et on s'est aperçu que quelque chose sortait d'une méthodologie conjointe. Concrètement, votre méthodologie, c'est des analyses de décisions de justice et donc de la Cour de cassation, oui. D'arrêt de la Cour de cassation. 59, hein, voilà, 59 retenus sur 269 recensés. Donc il a fallu éplucher arrêt par arrêt donc à la main, puisque tout est fait par le discours du juge. Donc nous avons pris tous les arrêts, nous les avons tous listés, nous avons essayé de voir quels étaient les arrêts pertinents et lesquels utiliser les mots sans véritablement les exploiter, les définir ou leur donner du sens. Et au final, nous en avons retenu 50 qui mobilisaient les concepts conjointement pour essayer de voir comment harcèlement et stress s'alimenter l'un et l'autre en pratique. Comment le juge détermine qui est l'œuf, qui est la poule entre le stress et le harcèlement. Au moins essaye de déterminer qui est l'œuf et qui est la poule entre les deux. Quels enseignements concrètement? Alors, c'est totalement récursif d'abord. Oui, hein. voilà, c'est totalement récursif. On voit une auto-alimentation permanente entre stress et harcèlement moral. On s'aperçoit aussi qu'il y a une véritable importance du ressenti, ce qui n'était pas forcément compatible avec le discours du juge. Parce que le juge intervient dans un environnement qui est très froid sur des faits qui se sont passés, alors que le manager intervient à chaud avec des situations qui peuvent être chargées d'émotions, voire de ressentiment, de rancœur. Le juge, lui, arrive sur une situation qui est uniquement rapportée par des discours. Et donc la différence est extrêmement importante, surtout que quand on parle de stress, on a véritablement le poids du ressenti par le salarié, alors que quand on parle de harcèlement, par exemple, on a des définitions qui sont beaucoup plus objectivées à la fois par les textes et la jurisprudence. Et le juge doit s'accommoder de l'ensemble et essayer de retrouver du sens à la fois dans le stress et le harcèlement moral. Parmi l'étude de ces décisions, vous retenez 6 études de cas, oui. Et on a vraiment la palette, c'est-à-dire oui. entre le stress qui n'est pas qualifié de harcèlement et le harcèlement effectif et condamnable, etc. Voilà, on a véritablement un panel de ces situations assez, ce qu'on a appelé compactes et complexes, c'est-à-dire avec une auto-alimentation, mais qui ne prend pas toujours le même sens, le même équilibre pour les parties, pour le juge et pour le manager. Et on se rend compte que dans certaines situations, le juge fait véritablement une distinction extrêmement importante entre le stress et le harcèlement qu'il refuse de confondre l'un avec l'autre. Et dans d'autres situations, on se rend compte que le stress va alimenter le harcèlement moral, alors qu'encore dans une troisième série de situations, on va avoir des harcèlements qui vont générer du stress, qui par conséquent va être illégitime, alors qu'il n'est pas illégitime en soi selon la jurisprudence. La ligne de démarcation, c'est quelque part l'organisation, c'est-à-dire que plus on peut démontrer qu'il y a des antécédents organisationnels, plus on bascule vers le harcèlement. Exactement. Plus on montre qu'on est vers l'individuel et plus on est plutôt vers le stress et donc
Oui, mais tout relève des textes initiaux en réalité. Si on regarde l'accord national interprofessionnel de 2008 qui définit la situation de stress, ou en tous les cas qui essaye de la définir, on se rend compte que c'est extrêmement subjectif et que ça procède vraiment d'un ressenti de l'individu. Si maintenant on prend les textes relatifs au harcèlement moral, que ce soit dans le code pénal ou dans le code du travail, on s'aperçoit que le législateur essaye d'avoir une appréhension objective de cette situation. Donc quand on commence à mettre les deux ensemble, ça donne quelque chose qui peut être assez explosif, puisqu'on a des véritables paradoxes. Si on reprend l'un des cas que l'on a donné, on se rend compte que finalement, même si l'employeur essaye de prendre en charge les situations émotionnelles du salarié et essaye d'y apporter des réponses, les réponses qu'il apporte peuvent paradoxalement alimenter par ailleurs une situation de harcèlement moral. Et il se retrouve pris en tenaille en réalité entre deux situations, l'une très subjective, l'autre beaucoup plus objective, sans être complètement objective, puisqu'on n'a pas de définition vraiment stable du harcèlement. Mais en tous les cas, on a des situations qui peuvent être extrêmement paradoxales. Le message est très fort à l'heure des affaires Weinstein, balance ton porc, les problèmes de harcèlement sexuel. Le message est très fort. Donc on en tire des implications pour le salarié, le manager, le juge d'un côté, et puis peut-être pour les chercheurs aussi. Alors pour les chercheurs, en premier lieu, en tous les cas, nous, c'est ce qui nous a intéressé le plus, c'est justement dépasser les clivages disciplinaires et avoir une approche interdisciplinaire en mobilisant des logiques qui, a priori, sont des logiques distinctes. On se rend compte qu'on peut aller beaucoup plus loin et ouvrir des champs d'études qui sont complètement différents. Et là, la difficulté que l'on a réussi... Matériau extraordinaire, oui, potentiel voilà, des décisions de justice. On arrive à avoir un matériau qui est beaucoup plus original par rapport à ce que font les sciences de gestion d'habitude. Et pour le droit, on se rend compte qu'on sort aussi un petit peu de notre doctrine et qu'au lieu d'avoir une vision qui est extrêmement disciplinaire et descendante, on a une vision qui est beaucoup plus ascendante. On part d'une situation et on se demande comment les disciplines conjointement peuvent y apporter une réponse. Généalogie du droit, dirait Pierre Legendre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et alors, en pratique, pour les managers? Alors, en pratique, pour les managers, on se rend compte qu'il y a une extrême importance du ressenti à prendre en considération. On ne peut pas donner de conseils universels pour éviter le harcèlement. Ça serait complètement contre-productif, me semble-t-il. En revanche, on peut tout à fait... mettre en lumière, mettre en exergue l'importance du ressenti d'une situation par un salarié. Ça peut alimenter une procédure juridique, judiciaire surtout. Donc ça veut dire que si l'employeur, le manager arrive à accompagner le salarié sur des changements organisationnels, sur des situations un petit peu compliquées, que ce soit des situations familiales exportées au travail ou l'inverse, on se rend compte que le salarié va avoir un ressenti beaucoup plus souple, va beaucoup mieux accompagner la situation et par conséquent, sans dire qu'on arrivera à un risque zéro, on va peut-être pouvoir réussir à mieux cadrer le risque de condamnation sur le fondement du stress ou du harcèlement moral. L'analyse juridique de la relation entre stress et harcèlement, le dilemme de l'œuf ou de la poule, et oui, lequel vient en premier? Éternelle question. Revue française de gestion, numéro 266. Merci Gaëlle Deharoux. Merci à vous.